Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur la gestion de risque. Je m'appelle Gabriel. Cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs des organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue d'un membre d'un conseil d'administration. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources, des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir les notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas des conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels, quelle que soit la nature. Nous voulons simplement vous transmettre les renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et les opérations de leur organisme. Alors, sans plus tarder, allons-y! À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer la responsabilité légale des administratrices et administrateurs et les répercussions de la Constitution en société sur cette responsabilité. Expliquer pourquoi la gestion des risques est importante et ce qu'une gestion des risques efficace exige. Expliquer le rôle des conseils d'administration dans la gestion de risques. Nommer les 7 étapes du processus de gestion de risque. Expliquer pourquoi les conseils doivent exécuter ces étapes. Commençons donc par examiner très brièvement les 4 rôles clés d'un conseil, les 7 responsabilités d'un conseil et la façon dont la gestion de risque s'inscrit dans cette manière d'envisager le rôle d'un conseil. Les conseils peuvent être décrits de différentes manières. Vous avez probablement entendu parler des types de conseils suivants. Conseil opérationnel, conseil de travail, conseil d'orientation, conseil de gouvernance. Nous n'allons pas examiner les différents types de conseils aujourd'hui. Nous nous concentrerons plutôt sur l'importance des rôles et responsabilités d'un conseil. Il existe également nombreuses façons de définir le travail d'un conseil. Les rôles et responsabilités d'un conseil peuvent signifier différentes choses pour différentes personnes. Le rôle d'une personne peut être la responsabilité d'une autre personne. Grâce à nos recherches, nous avons trouvé une façon de décrire les rôles et responsabilités d'une manière qui, à notre avis, est cohérente et significative pour tous les conseils. Voyons donc les 4 rôles. Lorsque nous parlons de gouvernance, nous parlons de ces 4 rôles clés. Un conseil doit être actif dans chacun d'eux. Il doit définir et promouvoir la raison d'être de l'organisme, obtenir, accroître et conserver les ressources, assurer la surveillance, assurer le rayonnement de l'organisme auprès des parties prenantes. Le conseil doit continuellement travailler sur ces 4 choses, peu importe le nombre d'administrateurs, la taille de l'organisme, si l'organisme ne compte que des administrateurs et quelques bénévoles ou s'il y a du personnel et des cadres rémunérés. Le conseil organise le travail de l'organisme en tenant compte de ces 7 responsabilités. Et ces 7 responsabilités soutiennent les 4 rôles clés.
Lorsqu'un conseil dirige l'organisme et son travail en fonction de chacune de ces 7 responsabilités, les 4 rôles clés du conseil s'améliorent. Quelle est donc la relation entre les 4 rôles clés et les 7 responsabilités d'un conseil? Selon nous, l'un n'a pas besoin de précéder l'autre. À mesure que vous travaillez sur l'un, votre compréhension de l'autre s'améliore. On peut dire que les 7 responsabilités soutiennent les 4 rôles clés. On peut également dire que les 4 rôles clés peuvent déterminer sur laquelle des 7 responsabilités vous travaillerez en premier. Comme les flèches dans cette diapositive l'indiquent, le fait de travailler sur l'un soutient l'autre et le fait de travailler sur les deux augmente votre compréhension de votre organisme. Nous y reviendrons vers la fin de la vidéo, mais jetons d'abord un coup d'œil à la gestion de risque pour mieux comprendre notre contexte juridique et notre responsabilité légale. La constitution en société d'un organisme sans but lucratif offre aux membres d'un conseil une certaine protection en matière de responsabilité personnelle. Par exemple, si votre organisme est constitué en vertu de la loi sur les sociétés, il a presque le même statut juridique qu'une personne. En d'autres termes, comme l'organisme est une entité juridique, il assume une grande partie de la responsabilité des actions menées par les membres de l'organisme. Cependant, même si un organisme est constitué en société, les administrateurs peuvent toujours être tenus personnellement responsables des actions de l'organisme. Comme le montre la diapositive, la constitution en société n'élimine pas entièrement la responsabilité légale. Parlons maintenant de la responsabilité légale. De façon générale, la responsabilité légale est définie comme étant le fait d'être responsable des pertes que nous causons et l'indemnisation des personnes ayant subi des préjudices parce que notre conduite ne respectait pas une norme acceptable aux yeux de la loi. Ainsi, si nous faisons quelque chose qui cause un préjudice ou une perte à quelqu'un d'autre, et si cela s'est produit parce que nous n'en faisons pas assez pour prévenir les préjudices ou les pertes, nous sommes légalement responsables des conséquences. Voilà qui nous amène à parler de la responsabilité légale personnelle. La responsabilité légale personnelle est réduite lorsque les membres d'un conseil agissent avec prudence et non avec négligence, dans les limites de leur autorité. Lorsque nous présentons cette information, nombreuses personnes nous demandent « Mais qu'est-ce que signifie agir avec prudence ?» Nous dirons qu'agir avec prudence signifie que les administrateurs comprennent leurs obligations légales, à la fois ce que l'organisme doit faire et comment ils doivent se comporter en tant qu'administrateurs. En résumé, la Constitution en société limite la responsabilité légale personnelle des administrateurs. La responsabilité légale fait référence au fait d'être responsable d'indemniser un autre parti pour les dommages que nous lui avons causés. La responsabilité légale personnelle est réduite lorsque les membres d'un conseil agissent avec prudence et non avec négligence dans les limites de leur autorité. En tenant compte de cette information, nous allons maintenant examiner les étapes de la gestion de risque. Voici quelques définitions de la gestion de risque. Je ne vais pas les lire, mais en bref, ces deux définitions disent que la gestion de risque protège les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme, est un processus continu et une série de procédures, est une activité continue dirigée par le conseil et à laquelle il participe. Nous consacrons une vidéo entière à la gestion de risque car la mise en place d'un plan de gestion de risque efficace peut économiser des ressources, protéger la réputation et l'image publique d'un organisme, protéger les personnes de tout préjudice, protéger l'environnement, aider à se préparer à l'imprévu, aider à définir les besoins d'assurance, prévenir ou réduire les risques de responsabilité légale. J'ajouterais que si vous faites toutes ces choses pour votre organisme,
vous commencez à très bien connaître et comprendre votre organisme. Quelle excellente façon d'assurer une surveillance active et de réduire vos risques de responsabilité légale et ceux des autres membres du Conseil. La nature des risques auxquels les organismes sans but lucratif font face varie d'un organisme à l'autre. Cela dit, il y a des choses courantes que tous les organismes peuvent faire. Une gestion de risque efficace nécessite les 4 éléments suivants. Une compréhension des principes juridiques de base. Vous avez déjà une idée de cette question si vous avez visionné notre vidéo sur la compréhension de votre paysage juridique. Une gestion de risque efficace nécessite également de porter une attention particulière au processus de gestion de risque. Nous allons passer en revue les étapes d'un tel processus dans cette vidéo. Un engagement continu de la direction, du personnel et des bénévoles à l'égard du processus. Pour créer et maintenir un plan de gestion de risque efficace, il est important de tenir compte de la perspective, de l'expérience, des connaissances et des compétences des personnes occupant différents postes au sein de votre organisme. Les personnes que vous incluez dépendent de la taille de votre organisme. Le gros bon sens. Je pense que le gros bon sens n'est pas aussi commun qu'on pourrait le croire. La compréhension des risques de votre organisme demande des efforts. Le bon sens ne vous aidera pas à comprendre comment les risques touchent votre organisme et ce que vous pouvez faire pour les gérer. Les étapes de la gestion de risque. Première étape, définir. En tant que conseil d'administration, prenez le temps de nommer et de décrire les risques auxquels votre organisme fait face. Les questions sur la diapositive sont destinées à lancer la discussion. Si votre organisme mène de nombreuses activités, vous pouvez demander à d'autres personnes de définir certains risques. Ces personnes peuvent être les suivantes: des bénévoles, des membres du personnel concerné, des membres de comité, des membres de la direction, par exemple le directeur général, le gestionnaire des programmes ou autres personnes. La deuxième étape, évaluer. Une fois que vous avez défini certains risques auxquels votre organisme est exposé, vous devez évaluer séparément chacun de ces risques. Pour évaluer les risques que vous avez définis, un bon point de départ pour votre conseil d'administration et vous consiste à poser les questions suivantes. Si le risque se concrétisait, quelle serait la gravité des conséquences? Si ce risque se concrétisait, que pourrait-il arriver à l'organisme, à ses programmes, aux finances ou à d'autres parties de l'organisme? Essentiellement, quelle serait l'incidence ou l'impact sur l'organisme? Et quelle serait la probabilité que ce risque se concrétise? Pour nous aider à répondre à deux de ces questions, nous pouvons utiliser un outil appelé une carte thermique que vous pouvez voir sur la diapo. Comme vous pouvez le voir, l'axe vertical fait référence à l'incidence potentielle sur l'organisme de la concrétisation d'un risque. L'axe horizontal fait référence à la probabilité que le risque se concrétise. Chaque axe a une échelle de 1 à 3. Les chiffres dans chaque case colorée sont calculés en multipliant les valeurs des axes horizontal et vertical. Donc, si je pense à un risque que j'ai défini pourrait avoir une incidence très importante sur l'organisme, je lui attribuerai le chiffre 3 qui indique une incidence élevée. Si ce même risque a une faible probabilité de se concrétiser, je mettrai le chiffre 1 dans l'axe probabilité, soit une probabilité faible. Ensuite, je multiplie 1 et 3, ce qui donne 3. Ce risque doit être placé à gauche en haut de la carte thermique dans le carré jaune. Cette photo d'une carte thermique créée lors d'une réunion en personne vous montre à quel point elle peut être simple à créer et utiliser pour évaluer certains risques lors d'une réunion du conseil ou d'un comité. Il existe également un certain nombre d'espaces de collaboration en ligne, comme Jamboard, que vous pouvez utiliser pour reproduire cette carte thermique en ligne et l'utiliser dans le cadre de vos réunions en ligne. Il existe un modèle de cette carte thermique dans votre boîte à outils que vous pouvez utiliser lors de vos réunions.
Troisième étape, prévenir. Une fois que vous avez évalué les risques auxquels votre organisme est exposé, que pouvez-vous faire pour éviter que ces risques se concrétisent? Voici une question simple pouvant aider votre conseil d'administration. Que ferons-nous pour éviter que le préjudice se produise? Cette liste fournit une description générale de quelques stratégies de prévention des risques. Voici ces stratégies. Évitement. Évitez les risques en ne participant pas à certaines activités. Vous pouvez décider de ne pas faire une activité simplement parce que le risque est trop élevé et que vous ne pouvez pas le gérer correctement. Partager ou transférer. Bien que l'assurance soit un moyen courant de partager les risques avec les assureurs, les organismes peuvent également partager les risques en travaillant ensemble. Par exemple, pour réduire les risques liés à un événement de collecte de fonds, deux organismes peuvent présenter conjointement l'événement et partager les coûts ainsi que les profits et les dons. Réduire ou atténuer. Réduire ou atténuer les risques en mettant en place des politiques, procédures et processus conçus pour réduire les risques. Accepter. Accepter que certains risques sont inévitables et peuvent être inhérents à la raison d'être de l'organisme. Par exemple, si vous traitez avec des populations vulnérables, vous pouvez faire face à des situations risquées dans le cadre de vos opérations normales. Vous devrez peut-être accepter ces risques car elles font partie des activités qui vous aident à remplir la mission de votre organisme. Jusqu'à présent, j'ai parlé des trois étapes du processus de gestion de risque. Définir, évaluer, prévenir. Mais il y en a quatre autres. Quatrième étape, réponse au risque. À cette étape, les membres de l'organisme se demandent comment pouvons-nous nous préparer à faire face aux problèmes? Quel plan d'urgence pouvons-nous créer pour faire face aux conséquences de nos décisions et actions? Cinquième étape, créer et communiquer et mettre en œuvre un plan. Cette prochaine étape est explicite. Vous créez un plan, vous le communiquez à ceux qui doivent le connaître, puis vous le mettez en œuvre. Sixième étape, surveiller. Une fois le plan mis en œuvre, vous surveillez pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Septième étape, évaluer. Tout en surveillant la mise en œuvre, vous pouvez également évaluer tous les aspects du plan, de l'étape 1 à l'étape 7. Oui, vous pouvez même évaluer l'évaluation. Le plan produit-il les résultats attendus? Dans la négative, pourquoi pas? Dans l'affirmative, qu'est-ce qui fonctionne? Les hypothèses sur lesquelles vous avez basé vos plans sont-elles toujours valables? L'élaboration des politiques est l'une des principales responsabilités d'un conseil d'administration. Pour réduire les risques, le conseil doit être conscient de ses responsabilités et élaborer des politiques pour s'assurer que les responsabilités sont remplies. Les conseils d'administration prennent les décisions, mais ne les mettent pas toujours en œuvre eux-mêmes. Une façon d'assurer la mise en œuvre est de mettre en place des politiques qui doivent être suivies par le personnel, les bénévoles et les agents dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Les politiques permettent au conseil de déléguer à d'autres le pouvoir d'agir au nom de l'organisme, mais elles le font d'une manière qui maintient le contrôle du conseil. Les risques peuvent généralement être réduits ou évités au moyen d'une saine gestion de risque, la surveillance étant l'une des principales responsabilités d'un conseil d'administration. Un conseil est chargé d'établir des politiques, approuver les décisions qui dépassent le pouvoir décisionnel du personnel, à supposer que le personnel a un tel pouvoir, et de surveiller la gestion de risque. Un conseil peut déléguer une grande partie du travail touchant à la gestion de risque, mais ne peut jamais déléguer sa responsabilité de surveillance. Plus tôt, nous avons passé en revue les avantages de disposer d'un plan de gestion de risque efficace. Comment, le cas échéant, est-il lié aux quatre rôles d'un conseil?
Pouvez-vous voir les façons dont un plan de gestion de risque peut soutenir une ou plusieurs des 4 rôles clés d'un conseil? Comment un plan de gestion de risque pourrait-il soutenir une ou plusieurs des 7 responsabilités? Pouvez-vous voir comment les 4 rôles et les 7 responsabilités se soutiennent mutuellement? Le risque est partout. Les organismes ne peuvent pas éliminer tous les risques. La gestion de risque se concentre sur de saines pratiques d'affaires. Le plus grand risque de tout, c'est de ne rien faire. Voilà qui nous amène à la fin de la vidéo sur la gestion des risques. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive qui se trouve également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans le formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi les renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, merci de votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.